à tous, merci d'assister à cette conférence sur laquelle on va faire un focus sur des nouveaux usages qui vont être offerts aux mobinotes grâce à la NFC, la 4G qui est prévue en France dès l'année prochaine et dans certaines villes d'ici à la fin de l'année. Puis on fera également un petit focus sur la réalité augmentée, cette technologie qui permet d'incruster sur des images réelles des informations ou des objets. J'accueille sur cette conférence Laurent Fournier, qui est directeur général de Qualcomm France. Pour rappel, Qualcomm est un fondeur, fabricant de puces, et il est leader mondial sur les puces pour smartphones. J'accueille également Xavier Desor, qui est directeur de la communication chez Nokia France. Alors, depuis l'avènement du smartphone grand public, il y a de cela 5 ans, nos téléphones n'ont de cesse de progresser, d'être de plus en plus puissants, des écrans de mieux en mieux définis et une fonction photo sans cesse améliorée. Demain, avec la 4G, on promet aux internautes, aux mobinautes, de nouveaux usages. Alors, je vais peut-être commencer avec vous, Laurent. Peut-être faire un point sur l'expérience que vous avez de la 4G LTE aux États-Unis et voir un peu avec vous qu'est-ce que va apporter aux mobinautes des débits qui sont quand même équivalents à l'Internet mobile par fibre optique. Alors, l'expérience du LTE aux États-Unis, elle est un peu plus ancienne que celle qu'on a bien entendue en Europe, puisqu'elle a démarré il y a 2 années désormais. Et elle a apporté avant tout à l'utilisateur de smartphones. Alors, elle a surtout coïncidé avec l'explosion des smartphones. Ça, c'est une première chose. Donc, l'utilisateur américain a vu arriver au même moment le smartphone plus la révolution du LTE dans les débits. Et il a été particulièrement surpris par la qualité et le confort d'utilisation en fait, de l'Internet mobile. C'est la première caractéristique. Les applications donc, se chargent extrêmement rapidement. Donc il y a cette espèce de confort, d'instantanéité qui est apporté par les débits du LTE. Et ça a provoqué une croissance très, très significative des usages. Parce que c'est toujours pareil, quand le confort d'usage est important, l'augmentation des usages est au rendez-vous. Très bien. Et donc pour la France, donc la 4G ou plutôt de la super 3G qui est prévue pour l'année prochaine, est-ce que vous pensez que le marché en France est prêt ? On a quelques terminaux, notamment le Lumia 920 qui est le premier à être compatible 4G. Est-ce que vous pensez qu'il y a une attente, sachant que selon pas mal d'études, aujourd'hui le mobinote n'utilise que 7 mégabits. Avec la 4G, on nous promet plus de 100 mégabits. Est-ce que vraiment on va gagner en confort d'usage et sur quel type d'application va pouvoir agir la 4G ? Je dirais qu'avec le LTE et ces débits crêtes qui sont promis, effectivement, il n'y a pas forcément besoin d'avoir 50 mégabits par seconde instantanément en permanence. D'ailleurs, il y a toute une série d'applications qui fonctionnent parfaitement avec des débits bien inférieurs. Et c'est une réserve, en fait, de débit qui est accessible à n'importe quel type d'application et pour le plus grand nombre surtout. Parce qu'au-delà d'apporter ce confort d'usage, le LTE et les nouvelles fréquences qui vont arriver avec ce LTE apportent de la capacité. Donc une possibilité de démocratiser cette qualité supérieure de confort à l'ensemble des mobinautes. Xavier, un mot également sur le LTE. Donc le 920, Lumia 920 est compatible LTE. En tant que fabricant, pourquoi avoir fait ce choix maintenant alors que le réseau n'est pas encore installé en France ? Alors, nous, Nokia, on est un fabricant mondial et donc on est très fiers de mettre sur le marché les 2 premiers terminaux LTE qui existent, le Nokia Lumia 920 et son petit frère, le Nokia Lumia 820. La 4G, elle va être dans le monde entier, donc on a développé pour être dans toutes les bandes de fréquences, sur tous les continents. Et la 4G, il faut la comprendre un peu comme une 4e voie sur l'autoroute qui va me permettre d'avoir plus de débit. Si je paye un peu plus cher, je vais avoir un espace réservé, donc ce débit sera préservé. Des applications simples. Moi, par exemple, je prends beaucoup de photos de salons, d'événements sur lesquels je suis. J'ai besoin de les partager avec mon agence de presse pour qu'elle puisse rediffuser ces images à des journalistes, à les numériques, par exemple. Eh bien, je suis très content de pouvoir uploader mes photos sur mon SkyDrive directement, en temps réel. Et c'est des photos de haute qualité grâce au capteur photo de mon Lumia 920. Et ça marche impeccable. Donc, il peut y avoir plein d'applications pour lesquelles la qualité du transport de la donnée et la vitesse sont importantes pour des livreurs, par exemple. Et après, pourquoi pas pour des gamers, parce que bientôt, on va pouvoir jouer en réseau à partir de son téléphone mobile, qui seront un des atouts de la 4G.
Alors, j'allais dire, aujourd'hui, l'autonomie des smartphones est quand même encore perfectible, c'est-à-dire qu'elle tourne en moyenne à une journée. Demain, avec des débits annoncés comme ceux de la 4G, quid de l'autonomie de nos smartphones? Alors, quid de l'autonomie? Le but du jeu, c'est de la maintenir, de la faire progresser, et surtout pas de la dégrader par l'arrivée des nouvelles technologies ou des nouveaux besoins. Et Qualcomm est particulièrement investi et unique dans son approche, notamment avec ses plateformes Snapdragon, en parvenant à intégrer ces nouvelles technologies, donc notamment le LTE, les dernières évolutions de la 3G et autres technologies déjà existantes, au sein d'un même composant, en même temps que le processing graphique, la CPU. Et donc cette intégration permet, avec notamment toutes les dernières technologies de fabrication de composants, d'optimiser de façon très particulière l'autonomie et la consommation des portables. Donc on a déjà anticipé dans nos nouvelles architectures le besoin qui s'est manifesté au travers de ces nouvelles technologies et au travers de l'évolution de la taille d'écran, de l'évolution de la puissance, des besoins graphiques qui se trouvent présents désormais dans les téléphones mobiles. Et donc on est quelque part un peu cette espèce d'intelligence centrale qui permet, en intégrant toutes ces fonctionnalités en un seul même composant, de cette taille, c'est pas plus gros que ça, d'optimiser en permanence la consommation. Côté fabricant, donc avec et nous, Nokia, on a été encore plus fort parce que, on a choisi la puce de Qualcomm, le processeur, donc on va utiliser toutes ces ressources-là, et 2, on a rajouté la charge à induction dans ces portables. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, venez nous voir sur le stand, c'est très simple, il y a un petit circuit filaire à l'intérieur de la coque de ce portable, on le pose sur un chargeur à induction et mon portable se recharge automatiquement. Et vous allez voir qu'en fait, mon portable, dans la journée, au fur et à mesure où je le pose sur cette base, va se recharger, va reprendre un petit peu d'autonomie. Et est-ce que cette recharge à induction promet, j'allais dire, une recharge beaucoup plus rapide que la recharge classique qu'on connaît aujourd'hui? Elle n'est pas plus rapide, mais par contre, comme elle est tellement plus simple, parce qu'on pose son portable, on a fait un coussin avec Fatboy, on a un stand vertical, que vous n'avez pas le réflexe de dire je charge mon portable, c'est je pose mon portable et donc il se recharge. Donc juste pour revenir avec vous, Laurent, vous avez l'expérience du développement de la 4G aux États-Unis. Est-ce que ça va profiter finalement à l'Europe et plus particulièrement à la France qui a tardé à développer son réseau? Est-ce que cette expérience va servir pour offrir un confort d'usage aux mobinautes demain? Et oui. Nos amis américains, ils ont expérimenté ce que probablement les Européens ont dû faire avec la 3G, c'est-à-dire les premières étapes d'implémentation du LTE. Donc ils ont essuyé quelques difficultés. Il y a eu, je ne sais pas si vous avez entendu, il y a eu quelques échos de réseaux qui se sont un peu crashés quelques heures en LTE aux États-Unis. Tout ça est désormais résolu et fonctionne parfaitement. Donc, premier avantage, c'est celui d'accéder à une technologie qui désormais est mature en termes de fonctionnement. Deuxième avantage, c'est que c'est l'écosystème américain qui a stimulé l'arrivée de terminaux multimodes, 3G LTE, sur le marché français. Donc, il n'y a pas de difficulté d'accès à des terminaux au moment même où les opérateurs investissent en couverture. Alors, je vous rappelle la 3G à l'époque. La couverture existait et on avait très peu de terminaux. C'est l'inverse qui se passe cette fois-ci. On a des terminaux en nombre et une couverture qui est en train tout juste de se développer. Donc on l'a vu, la 4G va faciliter certains usages et offrir plus de services. En parlant de services, on va aborder maintenant le NFC, Near Field Communication, donc qui permet, dans l'esprit du grand public, en tout cas, demain, le paiement sans contact, c'est-à-dire qu'il suffira d'approcher le téléphone d'un terminal dédié pour payer sans avoir à sortir sa carte bleue. Ça tarde là aussi à arriver en France, en tout cas le déploiement de ce paiement sans contact. Or, la NFC sert aussi à beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres applications. Nokia, Xavier Deor, je pense que vous avez quelques applications à nous présenter qui ont été présentées récemment. Alors oui, le NFC, c'est quelque chose que nous, Nokia, on va mettre, j'allais dire, par défaut. Il y a quelques années, on vous avait offert le SMS, le MMS, la caméra VGA dans vos portables. Et maintenant, à partir de 2012, mais on l'avait fait dans nos terminaux Symbian avant, on a mis par défaut le chipset NFC qui permet plein d'applications. La plus simple, c'est d'appairer un accessoire avec son mobile.
Plus besoin de faire recherche Bluetooth, taper le code 1, 2, 3, 4. Aujourd'hui, vous approchez le mobile de l'accessoire et ça permet qu'ils s'appairent ensemble. Quel type d'accessoires? On a des casques, on a des oreillettes. Le système dans votre voiture aujourd'hui pourrait être NFC également. Il n'y a pas de souci. Ensuite, on va pouvoir faire des opérations promotionnelles. Je vous ai amené, alors ça peut être très pratique. Mais voilà par exemple un nouveau macaron du guide Michelin qui est en train de faire une expérimentation. Et sur les futurs restaurants, vous allez pouvoir approcher votre mobile du macaron. Et ça me lance une petite application qui est en fait l'application du guide Michelin et qui va me donner tous les détails du restaurant. On peut imaginer des promotions, par exemple, je pense à une boutique d'un opérateur mobile qui aurait un poster un peu comme celui-là, de Gameloft sur Asphalt par exemple, et qui offrirait une voiture ou un circuit gratuit. Il suffirait que j'aille en magasin, que j'approche mon mobile NFC de l'affiche et j'aurais gagné une voiture ou un nouveau circuit. Donc il y a plein d'usages en termes de marketing. Il y a par exemple en Finlande un petit exemple qui est très sympa. Les crèches sont gérées avec des tags NFC. Les enfants ont 2 tags NFC dans la poche. La première, le matin, et la monitrice de la crèche arrive et tag le tag bleu pour dire « je suis arrivé ». Et le soir, elle tag le tag rouge de l'enfant pour dire « je pars ». Et en fait, derrière, ça génère des SMS d'alerte, ça génère la facturation, ça génère plein de choses. Le NFC, c'est un petit identifiant très sympa qu'on peut utiliser, par exemple, pour aller visiter des malades. Quand une infirmière fait ses tournées aussi, on pourrait mettre un tag NFC au pied du lit du patient et dire « je suis arrivé, je repars 1 heure après », des choses comme ça. Alors là, c'est... Alors ça, c'est des usages d'un NFC ouvert. Et on arrive donc avec un NFC sécurisé, où il y a des très gros groupes de travail entre les banques, les opérateurs et nous, les constructeurs de mobiles, pour arriver à mettre un élément de sécurité dans le mobile. Est-ce qu'il va être dans le mobile, dans l'application ou dans la carte SIM? Il y a encore des grosses discussions. Et qui va vous permettre demain de faire du paiement sécurisé avec votre mobile. Aujourd'hui, ce serait sans code jusqu'à une somme de 20 €. Et après, on vous redemandera un code pour des questions de sécurité. Et puis, il y aura un plafond à ne pas dépasser par mois de paiement en NFC. Mais ça serait vraiment l'outil pratique pour payer nos parcs-mètres à Paris, pour payer notre journal ou notre baguette tous les jours. Donc, on n'a toujours pas le paiement sur notre contact, mais clairement, aujourd'hui, s'équiper d'un smartphone avec NFC, ça a du sens en France. Ça a du sens aujourd'hui et c'est vraiment une question de jour. Il y a un gros colloque à Bercy lundi après-midi autour de Rolly Filippetti qui reprend les travaux faits par les régions. Il y a 40 régions de France qui vont toucher des fonds du gouvernement pour déployer des projets. Ça bouillonne, les produits sont là. Voilà, il reste encore un petit peu de travail de cuisine à faire et vraiment en 2013 ça sera vraiment on parlera de NFC vraiment en long, en large et en travers. Très bien, merci. Et je rajouterais que la démarche de Nokia est clé, hein, le fait d'introduire systématiquement donc le composant NFC dans les terminaux de cette nature va aider l'écosystème aussi à accueillir le NFC. C'est vrai qu'un commerçant qui veut faire une opération marketing autour du NFC, s'il se dit bah zut, j'ai que 0,2% de chance que mes clients utilisent ce genre d'application, pourquoi est-ce que je me lancerais dans cette opération-là? Alors que là, désormais, on a des solutions qui sont extrêmement simples et la pénétration des terminaux avec des capacités NFC va grossir très rapidement avec des engagements de fabricants de terminaux importants et donc va créer l'écosystème. Ça va s'installer très rapidement. En 2013, je suis tout à fait d'accord avec vous. Dès maintenant, il y a déjà plein d'applications quand même. Je vous laisse la parole, Laurent. On va faire un petit focus sur la réalité augmentée, donc qui est cette technologie qui permet d'incruster via l'écran et via le capteur d'un smartphone des informations ou des objets virtuels sur une image réelle. Alors vous avez développé, vous travaillez depuis très longtemps, Qualcomm, vous avez votre propre technologie. Clairement, est-ce qu'aujourd'hui les développeurs poussent beaucoup d'applications basées sur la réalité augmentée? Si oui, est-ce que c'est plutôt sur le jeu? Est-ce que c'est plutôt sur l'information? Je sais que la RATP a notamment en France une application qui cartonne, comme on dit, puisqu'elle permet d'afficher beaucoup d'informations sur l'écran. Voilà. Quelle est votre expérience autour de la réalité augmentée? Et est-ce qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'applications basées sur cette techno en France? Alors, la réalité augmentée, effectivement, donc vous le précisiez, c'est incruster des informations virtuelles sur une image réelle, donc qui est filmée, qui est visuelle, qui est filmée par sa caméra. Le premier enjeu technologique qu'on a dû résoudre, c'était de faire en sorte que l'affichage de l'information soit extrêmement rapide. Pour ça, il faut détecter très rapidement l'objet qu'on veut augmenter
avec cette information supplémentaire. Donc c'est là-dessus que Qualcomm a beaucoup travaillé. On est sorti il y a désormais une bonne année avec un outil destiné aux développeurs qui leur permet d'accéder à toutes les fonctionnalités visuelles du processeur, permettant donc cette réalisation de réalité augmentée. Et on a été surpris par la rapidité d'adoption. L'application en question, donc, est disponible sur Android et sur iOS, a été téléchargée 30 000 fois. Donc 30 000 développeurs qui se sont intéressés au développement d'applications autour de la réalité augmentée. Alors c'est disponible environ sur 400 terminaux variés du commerce, donc très largement utilisable. Et effectivement, on a constaté d'abord énormément de développement autour du jeu. Offrir la possibilité d'augmenter une information physique d'un jeu classique avec des informations virtuelles numériques. On a constaté aussi beaucoup de développement d'applications autour de solutions marketing. Possibilité pour l'utilisateur d'utiliser son mobile pour accéder à des informations supplémentaires par rapport à un produit sur étagère. Après, il y a des applications industrielles, on en parle un petit peu moins, des applications de maintenance qui, vous savez, quand vous êtes devant une espèce de pièce un peu compliquée et que vous avez besoin de la réparer, plutôt que de transporter un PC portable où vous allez devoir être capable d'avoir toutes les informations détaillées de votre pièce, là, vous arrivez avec votre portable, vous pointez votre portable devant la pièce et tout de suite on vous dit, c'est telle pièce, c'est comme ça, c'est de cette manière qu'il faut la maintenir. Donc un gain économique assez important pour les acteurs de la maintenance. Voilà, donc beaucoup d'applications et pareil, un développement progressif de l'usage. Et est-ce que ces applications, donc basées sur la réalité augmentée, nécessitent une puissance du smartphone? Autrement dit, est-ce qu'un smartphone d'entrée de gamme ou moyenne de gamme supporte ce type d'application de manière, j'allais dire, confortable pour l'utilisateur? Alors, on fait en sorte que voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il faut beaucoup de puissance. Voilà. Donc, nos processeurs Snapdragon sont dimensionnés pour accueillir ces applications de réalité augmentée. Et bien entendu, avec l'effet de gamme, on fait progressivement descendre ces performances dans des smartphones de toute catégorie. Et donc désormais, on peut considérer que notre SDK tourne sur l'ensemble des smartphones qui sont équipés de nos processeurs Snapdragon. Xavier, vous avez récemment présenté une nouvelle application Nokia City Lens. Est-ce que vous pouvez nous dire 2-3 mots sur cette appli qu'on retrouvera sur les Windows Phone 8? Alors, elle fonctionne sur tous les Windows Phone, elle fonctionne sur les Windows Phone qu'on a vendus l'année dernière, donc ont moins de processeurs que ceux de cette année. Là, c'est l'effet démo Bonaldi, n'est-ce pas? Ça ne fonctionne pas bien parce qu'on n'a pas un ultra bon réseau 3G avec le béton dont on est entouré. Mais Nokia City Lens est sorti de nos laboratoires et permet de voir en réalité augmentée des informations sur les restaurants, par exemple, qui sont dans les environs. C'est-à-dire, si je me trouve dans une rue, j'ai juste à... Voilà. Et alors, en plus, dans la nouvelle version qu'on est en train de sortir cette semaine, on a inventé le fait d'aller en profondeur. C'est-à-dire que je suis devant un centre commercial, je suis à la porte du centre, je veux savoir s'il y a un Zara ou un McDo. On va pouvoir, par des effets de zoom, dans l'application, aller fouiller et fouiller l'information. À l'intérieur même du centre commercial. Et notre travail, en plus, donc là, vous voyez les icônes. Et là, je vais aller sur Food. Et j'espère que j'ai quelques restaurants qui vont s'afficher. Normalement, il y en a quelques-uns, oui. Avec les problèmes de réseau, comme je fais appel à une base de données extérieure. Donc ici, par exemple, j'ai l'altitude café. On va juste cliquer dessus. Et je vais partir sur la fiche qui va me décrire l'altitude café. Et le concept, donc maintenant, c'est de rentrer à l'intérieur des centres commerciaux sur plusieurs étages. Donc on arrivera à faire de la localisation. On n'en a pas parlé, mais la localisation aujourd'hui, GPS, elle est simple sur un smartphone. Demain, on veut la faire dans un building, on veut la faire dans un centre commercial. C'est d'autres technologies qui arriveront en 2013 qui vont me permettre vraiment de me déplacer. Et après, pour les gens qui font du marketing et de la pub, de faire du business totalement géolocalisé. Parce que si je passe devant, je ne sais pas quoi, le marchand de fleurs qui est dans une galerie commerciale et qu'il a envie de me faire une promo, il arrivera à me géolocaliser et à savoir que je suis là. Donc voilà, je suis toujours sur mon attitude café et je vais essayer de tomber sur sa fiche. Donc aujourd'hui, c'est des applications qui existent. Laurent vous a parlé d'iOS et Android. Moi, je vous dis qu'elles existent aussi sur Windows Phone et notamment sur les Lumières. Merci Xavier. Avant de donner la parole au public, s'il y a des questions pour une session de questions-réponses,
J'ai juste envie de vous demander, en guise de conclusion, à quoi va ressembler le téléphone de 2013. Alors, on commence déjà à en avoir un peu un aperçu. Les smartphones qui sortent actuellement ne ressemblent pas à ceux de l'année dernière. À quoi vont ressembler ceux de l'année prochaine? Xavier, Laurent? Nous, nos smartphones Lumia 920 et 820, ils vont être commercialisés mi-novembre, donc on va être plutôt sur la fin de l'année et bon pour 2013. On va améliorer les choses, on va encore améliorer la photo. Sur la photo, oui. Par exemple, nous, chez Nokia, la localisation indoor, je viens de vous en parler, ce sera aussi des éléments importants. Dans la photo, il y a aussi la prise de vue vidéo, il y a tout l'environnement sonore qui seront des choses qui sont améliorées dans les années à venir. Voilà, la réalité augmentée, bien sûr, plein de petites choses. Alors nous, on est plus du côté du processeur, bien entendu, pas du design des téléphones. Le maître mot, c'est démocratisation des performances haut de gamme de nos composants actuels. Et donc, on va, par exemple, démocratiser le quad-core en essayant d'en faire des versions milieu de gamme, alors que c'est pour l'instant réservé par le très haut de gamme. Idem pour l'arrivée de toutes les fonctionnalités radio, LTE, 3G. Alors, on va monter aussi en puissance sur la partie 3G. Certains opérateurs communiquent sur alors quelque chose qui n'est pas du LTE, qui est du dual carrier ou H+, pour ça dépend HSPA+. Voilà. Aussi. Alors HSPA+, c'est déjà plus ancien. C'est H+, c'est encore un petit peu plus sophistiqué. Ça permet de faire du 42 mégabits par seconde. Et donc on va faire descendre ces capacités de performance dans des terminaux moyenne gamme et entrée de gamme. Merci tous les deux. Est-ce qu'il y a des questions dans le public pour Nokia, pour Qualcomm? Ne vous bousculez pas. Non, pas de questions apparemment. Eh bien, je vous remercie. Merci tous les deux, merci à vous.